On va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous remercie d'être venus si nombreux et nombreuses. Donc, on va commencer aujourd'hui. Je vais vous présenter donc la conférence au sujet des directives anticipées et de la personne de confiance. Donc, qui va être donc co-animée donc avec Monsieur Poil-Blanc. Donc, je vais lui laisser la parole pour se présenter. Bonjour, messieurs, dames. Bon, certains me connaissent déjà. Donc voilà, ex-médecin généraliste à Châlons. Je suis très heureux d'essayer de vous aider à écrire ou à penser à vos directives anticipées. Voilà, ça peut rendre service à tous. Donc je laisse la parole à Léa qui va commencer. Merci. Donc on va commencer par le cadre législatif. Donc tout d'abord, il y a eu la loi Kouchner de 2002 qui évoque la personne de confiance. Et ensuite, donc la loi Leonetti de 2005 sur les directives anticipées. Donc la loi Leonetti a été revue en 2016 qui vise à créer de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Donc concernant les directives anticipées contraignantes pour le médecin, donc il doit les respecter pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf les cas particuliers. Voilà, s'il y a des urgences, on le verra un peu plus tard dans la conférence, elles ne peuvent pas toujours être appliquées. Et nous avons aussi le rôle de la personne de confiance qui s'est renforcé avec le témoignage qui prévaut sur celui de la famille et des proches. Donc la désignation de la personne de confiance est signée par cette dernière. Donc cette désignation n'est plus seulement révocable, mais révisable à tout moment. On va voir par la suite que à tout moment, on peut effectivement revenir sur sa personne de confiance et la changer à tout moment. Alors, les directives anticipées, donc c'est un document écrit avec l'expression de la volonté de chacun. Donc ça va concerner les traitements et les examens, dans le cas où la personne n'est pas en état d'exprimer sa volonté. Donc c'est un droit pour chacun depuis la loi Leonetti qui a été mise en place en 2005. Donc ce n'est pas une obligation, mais fortement recommandé. Pour être un peu plus précis, qu'est-ce que c'est les directives anticipées ? C'est quelque chose qui concerne la situation de fin de vie. Donc malheureusement, ça nous concerne tous. L'intérêt, c'est quelles sont vos volontés que vous souhaitez quand malheureusement le jour est arrivé, mais il faut mieux le faire avant. Et donc c'est un document que vous allez écrire sur les traitements ou les actes médicaux que vous souhaitez ou non. Si un jour vous ne pouvez plus communiquer après un accident grave, par exemple, ou à l'occasion d'une maladie grave. Donc on verra, il y a deux situations bien précises, distinctes, qu'on vous expliquera. Donc elles concernent les conditions de votre fin de vie, c'est-à-dire de poursuivre, limiter, arrêter ou refuser certains traitements ou actes médicaux. Alors, j'exclurai les acharnements thérapeutiques qui, je pense, aujourd'hui, quand même, on peut en discuter. Les médecins sont quand même un peu plus ouverts à ça et responsables et à l'écoute. Le professionnel de santé doit respecter les volontés exprimées dans les directives anticipées, conformément à la législation en vigueur. Mais on verra quelquefois, il peut y avoir des obstacles à cette écoute et de ces directives anticipées. Voilà. Alors, ce que sont les directives anticipées, donc c'est tout d'abord de laisser venir ses pensées. C'est un processus de communication sur nos valeurs, nos représentations, nos croyances et aussi nos expériences de vie. C'est un partage en fait sur ce qui va nous représenter. C'est une réflexion aussi sur ce qui fait sens pour nous. C'est savoir aussi utiliser des mots simples pour l'exprimer. Et c'est être le plus précis possible sur ce que l'on souhaite et sur ce que l'on veut ou pas.
C'est peut-être aussi se faire aider pour les écrire avec votre médecin traitant. Donc voilà, vous pouvez vous rapprocher de votre médecin pour les rédiger et être aussi voilà, conseillé dans la rédaction. Et c'est l'occasion d'un dialogue aussi à exprimer auprès de vos proches. Oui, c'est sûr, parce que pour écrire, quels sont les termes que vous allez devoir employer, quels sont quel type de choses que vous souhaitez, quelle réanimation vous ne souhaitez pas. Est-ce que, voilà, tout ça, c'est peut-être avec l'aide de votre médecin traitant, vous pouvez peut-être en parler pour pouvoir écrire vraiment et poser vraiment toute une explication à chaque mot. Et donc, tout à l'heure, je discutais, donc les directives anticipées, elles s'imposent au médecin. Il doit en tenir compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement. C'est sûr que là, aujourd'hui, le médecin est dans l'obligation de. Alors, il y a quelques cas où, sauf, par exemple, s'il y a une urgence vitale, vous faites un malaise, le SAMU est appelé, je ne pense pas que le médecin du SAMU va vous demander ou demander à la famille s'il y a des directives anticipées, ils vont se dépêcher de faire le maximum pour essayer dans l'urgence vitale. Après, on pourra discuter. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, c'est si, par exemple, vos directives anticipées sont complètement inappropriées, c'est-à-dire que vous n'avez pas mis de choses vraiment médicales. Par exemple, je ne veux pas être hospitalisé à tel endroit, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Donc là, si vous n'en êtes plus dans le problème médical pur de la personne, on est plutôt dans les désirata de tel ou tel service. Mais là, si vous voulez, là, le médecin, lui, va devoir vous aider et vous améliorer votre santé dans l'immédiat. Donc voilà, c'est un peu... Vous voyez, alors après, si il peut y avoir aussi une procédure collégiale, à un autre médecin doit être consulté, la décision est retranscrite dans le dossier médical. Alors, tout ça, je dirais quand même qu'il faut une grosse dose d'humanisme, parce que si vous voulez, c'est bien beau un écrit, mais je crois qu'on est en face d'une personne, en face d'une famille, donc on accepte bien sûr ce que la personne a écrit, mais je crois qu'il faut quand même relativiser et puis être bien à l'écoute dans ces moments-là. Alors, comment faire? Donc, vous avez la possibilité de les rédiger sur papier libre ou par le biais d'un formulaire. Donc, on va voir juste après, on vous a mis des exemples de formulaires pour pouvoir vous guider dans la rédaction de vos directives anticipées. Alors, il faut mentionner donc bien évidemment votre nom, prénom, date et lieu de naissance, les dater et signer. Et si vous avez, s'il y a une incapacité d'écrire, les dicter en présence de 2 témoins qui écriront et signeront en votre nom. Donc, on vous a mis des exemples de formulaires pour rédiger vos directives anticipées. Donc, c'est des formulaires de la Haute Autorité de Santé. Donc, sur le premier formulaire, on voit que ça va être un peu plus libre au niveau de la rédaction. Et sur le deuxième formulaire, on va être sur quelque chose de beaucoup plus guidé avec des termes médicaux. Donc, par exemple, au niveau de la respiration artificielle. Donc là, ça va être beaucoup plus poussé et détaillé. Donc, dans ce cas, peut-être plutôt vous rapprocher de votre médecin traitant pour être guidé dans la complétude de ce formulaire. On verra aussi à la fin, on pourra vous transmettre un formulaire qui est plus détaillé dans la rédaction, donc on le verra par la suite. Alors, si vous changez d'avis, donc vos directives anticipées sont annulables ou modifiables à tout moment, donc vous avez la possibilité de revenir dessus, c'est pas définitif. Alors, où les conserver? On peut les mettre, vous pouvez les mettre dans votre portefeuille, à votre domicile, chez votre personne de confiance, chez votre médecin, dans le lieu de votre choix. Bien informer à votre entourage de leur existence et de l'endroit où vous les avez déposés, pour qu'ils puissent savoir où ils se trouvent et les retrouver quand il y aura besoin.
et également les déposer dans votre espace santé, donc en ligne. Voilà. Alors, quand écrire ces directives anticipées? Eh ben, je dirais, j'aime bien la petite bulle sur le côté. Quand on m'a présenté ça, j'ai dit ça, c'est important. Ben, c'est toujours le bon moment. Et je crois qu'il faut se faire un peu violence pour dire, allez, je les écris. C'est très important. Donc, à n'importe quel moment de sa vie, elles n'ont aucune limite dans le temps. On peut les modifier à tout moment, elles annulent la précédente, etc. Elles peuvent être écrites à un moment donné de sa vie, peut-être suite au décès d'un proche, parce que c'est là que ça remue un peu tout le monde. Donc on se dit, bon, on va peut-être faire la même chose, parce qu'on a eu tellement de soucis, tellement de problèmes pour faire ce que nos parents auraient souhaité, ou si on fait par exemple du sport extrême, avant une intervention chirurgicale. Mais donc c'est un document à soi que l'on peut indéfiniment reprendre. Donc ça c'est très important. Et je crois que c'est vrai qu'il faut le faire le plus rapidement possible, de façon réfléchie, parce que je pense que souvent on va se dire je vais le faire quand malheureusement j'ai un état de santé qui commence un peu à poser problème. Et là je pense que la lucidité n'est plus la même de ce que l'on souhaite. Donc peut-être, ça peut toujours être vu, mais j'ai envie de dire, à froid, on peut le faire, et comme ça, ça permet aussi de discuter aussi avec la famille et de dire, voilà, moi j'ai envie de faire ça, mais je l'écris et je le mets dans mon espace santé. Parce que si c'est vrai aujourd'hui, les seniors voyagent, donc si vous arrive un problème je sais pas, à Tenerife ou j'en sais où, je ne sais pas si dans ces pays-là, donc si vous l'avez écrit dans votre espace santé, au moins tout le monde pourra le voir et au moins savoir ce que vous souhaitez. Alors, quelle est leur utilité? Donc, avant une décision éventuelle, ça va permettre de limiter ou d'arrêter un traitement. Le médecin doit vérifier si la personne a rédigé donc, ses directives anticipées auprès de la personne de confiance et des proches. Il va pouvoir se renseigner pour en tenir compte dans la décision médicale. Donc la décision, elle appartient à la personne. La famille n'a pas à porter le poids de la décision à la place du malade. Lors d'une hospitalisation, c'est pareil, on signale à l'équipe soignante si on a écrit nos directives anticipées. D'autres moments aussi, si vous êtes malheureusement un jour dans un EHPAD, on demandera dans votre dossier médical, est-ce que vous avez fait les directives anticipées? Alors, c'est pour cela aussi que c'est très important de les faire avant, parce que malheureusement, quand on a la malchance de rentrer dans un EHPAD, parce qu'on ne peut plus rester à la maison, c'est déjà tellement dur, et faut mieux le faire avant. Et oui, je les ai faits, voilà, je vous les donne. Quitte à les changer après. Donc on peut les modifier au cours de l'hospitalisation et vous pouvez les rédiger si vous ne l'aviez pas fait. Donc ça c'est très important si vous voulez, parce qu'on s'aperçoit que dans certaines situations, on convoque la famille, on demande et personne ne sait exactement ce que le patient lui-même a souhaité. Ou il le dit, mais ce n'est pas écrit. Donc c'est toujours un peu de l'ambiguïté et ça peut vraiment poser problème à votre famille, à vos enfants et aux médecins. Alors ensuite, on a des exemples de phrases types que l'on peut écrire dans ces directives anticipées. Donc on va lire la première et la deuxième. Est-ce que pour les personnes qui sont au fond, vous arrivez à lire les phrases Non. Bon, on va peut-être du coup les lire pour que ce soit plus simple pour vous. Alors, donc, je veux que les traitements médicaux servent avant tout à alléger mes souffrances et les symptômes pénibles. Si je suis dans le coma prolongé, je veux que l'on poursuive mon alimentation et mon hydratation.
Alors, je veux que les traitements et gestes médicaux, dont le seul effet est de prolonger ma vie artificiellement, ne soient pas commencés ou continués. Je ne veux pas respirer à l'aide d'une machine. Je ne veux pas qu'on me fasse de transfusion. Je veux bien ou je ne veux pas être alimenté avec des tuyaux. Souffrant d'une maladie grave à évolution irréversible, je ne veux pas être réanimé en cas d'arrêt cardiaque. Je ne veux pas de gestes jugés inutiles par l'équipe médicale. Alors après, d'autres qui peuvent aussi poser problème et qui sont, à mon avis, dans l'item que je vous ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas tout à fait appropriés. Je ne souhaite pas être hospitalisé, enfin pas celle-ci, je ne souhaite pas être hospitalisé si c'est possible et préfère mourir chez moi. Je souhaite que mes enfants m'accompagnent au dernier moment. Et c'est celle-là que je dis. Je ne souhaite pas que telle personne soit là. Vous voyez, donc ça, c'est pour le médecin, ça ne regarde pas. Et j'aimerais voir un prêtre, un rabbin, un pasteur, un imam, un conseiller spirituel. Bon, ça, on peut toujours le noter, parce que quand on peut, on va toujours aller dans le sens du souhait du patient. On va vous réexpliquer après, puis on verra si on peut, je ne sais pas si on peut donner, il y aura quelques documents qui pourront nous donner. Alors, quoi qu'il arrive, que vous ayez ou pas équipe active ou anticipée, le médecin il a ses obligations de toute manière. Hein. Donc là, les soins et traitements de confort, prise en charge de la douleur, des difficultés respiratoires, de l'angoisse, qui s'imposent à tout soignant. Ça, malheureusement, il faut bien l'admettre. Le médecin est obligé de faire le maximum pour son patient. Seront bien sûr poursuivis et renforcés si besoin. L'objectif est de permettre une fin de vie sans souffrance, ce qui est proposé par l'équipe de soins palliatifs. C'est vrai que maintenant, il y a quand même des soins palliatifs qui peuvent nous aider et qui peuvent aider les fins de vie. Alors, il y a certaines pathologies qui ne sont malheureusement pas encore, je ne sais pas, on pense à la maladie de Charcot, par exemple, des choses comme ça qui sont lues dans l'Union avec une personne en particulier. Donc oui, là, on est à part. Donc ça, c'est une discussion qui est vraiment... je pense que ça devrait se décider au niveau législatif, quand il y aura une stabilité quelque part. Dans tous les cas, votre douleur sera traitée et apaisée, votre bien-être et celui de vos proches resteront la priorité. C'est sûr. S'il n'y a pas de directive anticipée, c'est ça. Et si vous êtes un jour un jour hors d'état d'exprimer votre volonté, la loi demande au médecin de ne pas commencer et de ne pas poursuivre des traitements qui leur sembleraient déraisonnables. Je pense que là, maintenant, aujourd'hui, elle est un peu, j'espère, il ne va pas faire des traitements à des personnes qui, malheureusement, on sait que l'espérance de vie est limitée et qu'on leur amènerait plus de souffrance que de bien-être. C'est-à-dire inutile, disproportionné, qui n'ont d'autre effet que de maintenir artificiellement en vie. Je pense que ces lois, elles ont fait quand même approcher un petit peu tout ça au corps médical, à réfléchir et à dire attention, on pense aux malades, on pense à la famille, on voit un peu quels souhaits et l'éthique médicale importante. Dans le cas où le médecin consultera votre personne de confiance, si vous l'avez désigné, ou à défaut de famille ou de proche, afin de savoir quelle est votre volonté, il prendra une décision après avoir consulté un autre médecin en concertation avec l'équipe de soins. Donc ça, aujourd'hui, ce qui est très important, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas un médecin qui doit prendre la décision. En général, les médecins s'intéressent à... il y a un entretien avec les infirmières du service, avec la famille, avec on va dire qu'il y a un staff, il y a une unité. Je trouve que c'est très bien. Il faut qu'il n'y ait pas une décision unique.
Alors, on va passer à la personne de confiance. Donc, c'est la compagne de la personne qui l'a désignée lors de ses consultations médicales. Et elle va l'aider donc à prendre des décisions concernant sa santé si le patient le souhaite. Cependant, elle n'a pas accès au dossier médical. Donc, si la personne est plus en capacité d'exprimer sa volonté, la personne de confiance va avoir une mission de référent auprès de l'équipe médicale. Donc, elle va avoir des indications concernant ses souhaits et sur ses éventuelles décisions à prendre. Et des indications sur ses convictions. Donc, il est essentiel d'échanger avec la personne que vous désignez pour qu'elle sache voilà, ce que vous souhaitez. Alors, qui peut être votre personne de confiance? Ça peut être un membre de votre famille, un proche, votre médecin traitant ou un autre professionnel de santé. Quelqu'un en qui vous avez confiance. Alors, qui peut-on choisir? Alors, quelqu'un qui peut échanger sur la question de la migrante de la famille. Quelqu'un qui peut nous aider à réfléchir sur nos représentations, nos valeurs, nos croyances. Quelqu'un qui a la capacité d'entendre et de comprendre ce qui nous anime. Quelqu'un qui pourra transmettre ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, et ce malgré l'émotion. Cela nécessite de prendre le temps. Alors, on peut nommer plusieurs personnes de confiance. Alors, ça, c'est vraiment la relation entre le patient et sa personne de confiance. Mais je pense que la personne de confiance peut avoir un intérêt aussi. Aujourd'hui, on sait que les hôpitaux sont par exemple très débordés et chacun sait que par des nouvelles de un proche qui est hospitalisé en téléphone à l'hôpital. Mais quand avez-vous une réponse? Pourquoi vous n'avez pas de réponse? Parce que les infirmières sont débordées. Alors donc, s'il y a une personne de confiance, elle seule pourra appeler l'hôpital et vous retransmettre les nouvelles de votre cher. Donc c'est pour ça que ça donne aussi un intérêt, déjà, d'avoir un contact entre l'hôpital et la famille. Cette personne de confiance, pourront la choisir comme vous sentez. Alors, cette désignation de la personne de confiance, c'est un droit, mais pas une obligation. Elle est annulable ou modifiable à tout moment. La décision se fait par écrit. Elle est signée par vous et aussi co-signée par la personne de confiance que vous avez désignée. Et c'est un document qui a concerné chez vous et ou chez votre proche dans votre dossier médical. Donc, vous avez juste après un exemple de formulaire pour désigner votre personne de confiance. Voilà, où elle doit bien évidemment co-signer le formulaire. Quand désigner la personne de confiance, je pense que vous tous ici, vous avez déjà désigné une personne de confiance. Parce que quand on est hospitalisé, on nous demande déjà, on a un formulaire à remplir. Donc c'est ça encore l'hospitalisation. On aura besoin d'écrire le nom de la personne. Donc il est essentiel de communiquer à votre personne de confiance vos volontés. D'accord. Les directives anticipées, elles peuvent être aussi qu'elle sait qu'on les a écrites, et puis qu'il faut, au cas où, elle en ait la possibilité de les lire. Alors, tout à l'heure, je vous en parlais, en cas de mission en EHPAD, il est fortement conseillé de proposer à la personne de confiance. Donc, pareil, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse être vite contacté ou qui puisse aller voir les infirmières, aller voir les soignants, comment ça se passe, etc. Et vous aurez un contact plus facile si c'est la personne de confiance qui y va que si c'est un défilé d'un pays, parce que si par exemple tous les enfants viennent, les cousins, les cousines, à un moment donné, vous allez avoir une réaction qui va être inappropriée. Ce ne sera pas de leur faute, ce sera un peu peut-être de nous. Il faut se mettre aussi à la place du personnel de l'autre côté. Donc, essayons
d'aider le plus possible. On veut. Une personne sur mesure, sous mesure de tutelle peut désigner une personne de confiance avec l'autorisation, bien sûr, du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il est déjà constitué. La personne de confiance, c'est le porte-parole auquel besoin, c'est pas une personne, ça peut être quelqu'un différent de votre famille, si vous voulez, parce que des fois, vous avez besoin de travailler quelqu'un de votre famille, et c'est pas toujours le cas. Un interlocuteur privilégié unique auprès des équipes médicales, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et l'équipe soignante a donc un référent. Cependant, une même personne peut jouer les deux rôles. Elle peut être personne de confiance, personne à prévenir, etc. Alors, qui a autorité sur l'expression de la volonté animale quand celui-ci n'a plus les capacités de formuler? Alors, si vous voulez, ça c'est un peu des crescendo. Au départ, c'est les directives anticipées s'il y en a eu des. Après, c'est donc la personne de confiance qui a désigné. Vous voyez, la famille vient après. Donc, il faut vraiment, et les proches. Il faut quand même essayer de. Voilà. C'est un peu hiérarchisé, mais c'est un peu ça. Donc, il faut vraiment qu'on ait fait le maximum. Et la personne de confiance, maintenant, c'est presque systématique. Mais essayons d'écrire une directive anticipée pour vraiment. Et vous aider votre famille et aider le corps médical. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je veux la personne depuis 15 ans, elle principale va être passée avant la femme. Donc, on les sanctions, oui, c'est ça. Alors, tu oui, je sais juridiquement parlant, la personne de confiance de passer au-dessus des enfants, par exemple, si la personne de passer par un nombre d'adultes. Est-ce qu'elle prend des décisions et que les enfants de cette personne, de la personne qui est directives, ne peuvent pas intervenir, comment dire, juridiquement parlant? C'est ma question de juridiquement parlant, quelle est la position juridiquement parlant? Même ça, c'est pas parce que non, mais c'est pas d'abord. Je pense que si vous allez. Parce que moi, par exemple, on a donné des directives sur les directives anticipées à des hommes qui ne se le passer, c'est pas ça. Les enfants avec une personne de confiance qui peut appliquer les directives. Il arrive les enfants et disent ah non, je peux les leaders, ça ne vient pas laisser les directives anticipées, qui est pris. Voilà, d'accord. Après, si c'est la personne de confiance, elle a quelle autorité? Elle parle oui, je pense qu'il n'y a pas d'objectif anticipé. C'est un rapport, c'est un trait d'union entre criminels, si vous voulez, mais elle n'a pas eu le pouvoir de dire je veux ci ou je veux ci. Voilà, quelle bonne chose. Je crois. Non, voilà. Bien sûr, non. Sauf s'il y a plus d'application. Oui. La personne qui est consciente, elle va être faire respecter ce paperwork. Parce qu'il y a eu, même là, pas pouvoir prendre une décision à la place de la personne. Non, ça c'est. Non, mais c'est pour ça que. Bon, je ne sais pas, je sais pas s'il y a vraiment une échelle, et je pense que c'est qu'on va créer directement anticipé, il y a qu'on aide pour le. On a fait discussion. Non, les deux choses, on a parlé des liens terroristes, des personnes de confiance. Si par exemple, elle n'est pas bien été anticipée, juste placer le confiance à désigner, il faut être confiance de ce rapport. Alors, je ne vais pas en parler, la personne de confiance, je pense que c'est fait pour essayer de faciliter le Wi-Fi du monde. Je pense que c'est ça, un petit peu, je ne sais pas, le moment où a été créée la plateforme de confiance, mais je pense que c'est surtout pour aider les soignants, qui est vraiment une seule personne qui puisse intervenir lors de l'hospitalisation, lors de quelque chose. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de soignants aussi, je remarque, on a tous été confrontés avec des demandes du frère, de la sœur, des enfants, des cousins, de la voisine, et si vous voulez, ça prend beaucoup de temps
Et puis après, il y a le secret médical qui est là. À qui le donner? Alors souvent, l'infirmière ou le médecin il est débordé qui répond. Et puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on a exactement du téléphone. Donc là, c'est vraiment une liaison, je pense, entre l'EHPAD, entre l'hospitalisation et le patient. Alors, voilà ce que je peux dire. Donc, c'est vrai, je t'ai donné une liste de choses. Alors, dans un EHPAD, comme le signale madame, la personne de confiance, mais il n'y a pas eu de directive anticipée. Donc là, si vous voulez, ce que vous direz vous ne pouvez pas décider pour lui s'il n'a pas écrit. Voilà. Alors, il n'y a pas, à moins que vous ayez rempli ici, mais la directive. Non, mais vous avez rempli, peut-être que vous avez rempli la directive anticipée. Est-ce que ça s'appelle directive anticipée? Là, vous avez rempli les papiers administratifs, etc., une personne de confiance dans un EHPAD, mais est-ce que la personne, Marie, a dit ce qu'il souhaitait pour sa fin de vie? Ah ben, si c'est écrit, si vous pensez, normalement, est-ce qu'il a signé? Est-ce qu'il a. Vous voyez, il faut voir, il faut poser la question. Mais c'est très important, il faut vraiment qu'il y ait un écrit, c'est totalement différent. Si vous voulez, il y a les directives anticipées, on a choisi directives anticipées et personne de confiance, parce que ça allait ensemble un petit peu. Mais si vous voulez, c'est bien deux entités différentes. Là. Il y a les directives anticipées et la personne de confiance. Vous avez les directives anticipées, chacun peut l'avoir ici. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une personne de confiance si vous n'allez pas à l'hôpital, si vous n'allez pas en EHPAD, si vous n'allez pas. Mais par contre, vous pouvez avoir une directive anticipée. C'est ça. Donc c'est ça, c'est deux choses différentes. Et c'est pour ça qu'il faut bien. Moi, je pense que c'est quelque chose d'important de faire, d'écrire ce que vous souhaitez pour votre famille. C'est vrai que là, on parle de la mort, mais malheureusement, on y a tous. Il y a plein. Et donc c'est pour ça peut-être qu'on pourrait peut-être améliorer le départ. Oui, non. Bien sûr. Là, si vous voulez, la personne de confiance, c'est vous. Mais en étant personne de confiance, on ne sait pas ce que votre mari a décidé, si vous voulez. C'est ça le problème. Il faut que ce soit lui qui écrive, comme c'est lui, il n'est pas sous tutelle, il n'est pas. Donc il faut qu'il les écrive et à mettre dans le dossier des cas. Voilà. Vraiment, c'est deux choses différentes qui peuvent s'impliquer dans la mesure où la personne de confiance peut favoriser un petit peu ça. Et là, les directives anticipées, on peut les faire à tout âge. Je dis, à n'importe quel moment, c'est le bon moment. Et dans n'importe quelle circonstance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Ça veut dire qu'on peut avoir deux personnes de confiance, mais est-ce qu'on peut leur attribuer un rôle différent à chacun? Par exemple, une personne pour tout ce qui est mariage, et tout ça. Et pour ce qui est décision médicale, est-ce qu'on peut nommer son exemple? D'accord. La personne de confiance peut être votre médecin traitant. Vous pouvez établir aussi une liste de personnes de confiance, mais l'hôpital prendra le premier en liste. Oui, c'est ça. Mais après, je pense que si vous avez deux personnes de confiance, après, il faut on n'est pas dans la. On n'est pas dans l'étroitesse de la rigidité. Je pense que là, on est quand même des êtres humains. Et je pense que si, dans un service médical ou autre, vous avez quand même. Les gens vont pouvoir discuter avec vous, vont pouvoir un petit peu. Qu'est-ce qui est le mieux pour le patient, qu'est-ce qui est le mieux pour la famille, qu'est-ce qui est le mieux. Il y a toujours quand même, il ne faut pas oublier qu'au centre de tout ça, il y a un être humain, qui est quelqu'un qui vous est cher. Donc après,
Après, c'est facile de dire, il y a pas où il faut. Après, il a écrit où il a mis ça, mais après, il faut se retrouver dans une situation. Chaque situation est vraiment sous l'histoire de Vincent Lambert. Donc là, si vous voulez, c'est des histoires un peu comme ça qui se souhaitables à revoir. Alors, c'est sûr, au bout d'un moment, on n'a pas envie de mourir, mais si on peut avoir l'incident de la route, on peut avoir. Et quand on se retrouve sur un hôpital et qu'on a. Donc, si on a écrit un petit peu sur. C'est difficile de le faire à l'instant, mais quand on a. Quand on commence déjà, malheureusement, à affronter, on va dire, la mort autour de nous. Donc, c'est intéressant de cibler un petit peu ce qu'on souhaite. Voilà. Je crois que si j'ai le seul conseil, enfin, c'est le message que je pourrais vous dire, c'est écrivez, ça ne coûte rien, ça peut donner beaucoup, ça aidera beaucoup aux enfants, parce que malheureusement, on ne sait pas quand on va mourir, on ne sait pas quand, peut-être demain, on ne le fait pas, je ne sais pas comment je vais faire. Mais, non, mais c'est ça. Donc, ça peut être très simple, parce que maintenant, quelques idées, c'est bon, on ne peut pas en faire avec dissertation. Il y a deux imprimés, quand vous allez sur Internet, qui sont au niveau. Alors, il y a deux directives. Il y a une directive anticipée sur le retard. Alors, je suis atteint d'une maladie grave, je pense être proche, je m'appelle lui. Et ça, c'est on est un peu dans l'urgence. Donc là, qu'est-ce qui m'embête? C'est vrai que c'est malheureusement l'élevage logique qui nous donne des traitements agressifs. Malheureusement, là, on peut avoir envie de finir. Elle considère que cette agressivité thérapeutique, elle va nous permettre de revenir après. Donc, on n'aura peut-être pas la même idée qui est le directive aussi. Par contre, il y a dans ce imprimé-là, il y a un autre imprimé qui est aussi en cas de donner. Je dis qu'il faudrait faire, si je pense être en bonne santé, je ne suis pas atteint de maladie grave. Vous voyez, on vous dit, qu'est-ce que. Quand on évoque un peu les traitements, on accepterait et se casserait. Comment? C'est pour les adultes. Oui, c'est plus que. Il y en a.